Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Way, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. En cette fin du mois de juillet où les variations de température et de météo se font sentir, il est important de se rappeler que la situation environnementale qui se fait éclipser par les nombreux autres événements n'a pas beaucoup plus évolué qu'au moment de la COP27 ou qu'au moment de la COP15, deux événements qui ont eu lieu l'an dernier. Bien évidemment, nos gouvernements essayent tant bien que mal de mettre en place des solutions, mais est-ce qu'ils s'y prennent de la meilleure des façons? Pour en parler plus en détail, nous recevons Jerry Biré, présentateur télé du JT Vert. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Jerry. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jerry Biré. Jerry, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour à tous, Jerry Biré, je suis l'animateur du JT Vert, le producteur du JT Vert, et je fais pas mal de communication et plein d'autres choses. D'accord, alors aujourd'hui Jerry, si tu es là, c'est pour parler environnement. Et ces jours-ci, on entend beaucoup parler des manifestations qui ont eu lieu en France, ainsi que de l'actualité en lien avec le Tureil. Mais à côté de ça, on entend que très peu parler de la taxe carbone que le gouvernement européen souhaite mettre en place d'ici 2027 vis-à-vis de la consommation de CO2 des ménages. Selon toi, cette taxe serait-elle une solution parmi tant d'autres pour apprendre à responsabiliser les individus vis-à-vis de l'environnement? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette taxe carbone qui est envisagée par le gouvernement européen, enfin par les instances européennes, ne sera pas applicable en Polynésie, puisque nous sommes autonomes. On a la chance d'être autonome, donc on a la chance de choisir les taxes que l'on veut, et cette taxe donc ne sera pas applicable. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée, en fait. Une fausse bonne idée parce que ça responsabilise, en fait, comment dire, ça porte la faute du changement climatique aux consommateurs, et notamment les consommateurs les plus pauvres. Puisque la taxe carbone telle qu'elle est envisagée, elle ne va pas taxer les plus riches, elle va plutôt taxer tout le monde, voilà, parce que vous émettez du carbone. Et malheureusement, en fait, ces taxes-là, elles sont très souvent déséquilibrées, et elles vont taxer beaucoup plus fort les personnes les plus pauvres par rapport aux personnes les plus riches qui, eux, vont savoir comment s'en sortir et ne pas forcément la payer. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée. On a et notamment en Europe, il y a des entreprises, des multinationales qui émettent énormément de carbone et qui, elles, ne sont pas taxées parce qu'elles ont une flopée de juristes. Je suis moi-même juriste. Elles ont une flopée de juristes qui sont chargés de ne pas payer de taxes, ou en tout cas le moins possible. Donc il y a énormément d'entreprises qui sont de très très gros pollueurs, notamment en Europe, qui vont faire leurs affaires un petit peu partout à travers le monde et qui ne sont pas taxées parce qu'elles arrivent à échapper à tout ça. Et malheureusement, le citoyen, et on va dire le citoyen lambda, lui, il est coincé dans son petit pays et il ne pourra pas faire grand-chose et il va être taxé. Et en fait, on va dire que c'est de sa faute, alors que je pense que ce n'est pas forcément de sa faute, justement. Donc pour moi, c'est une fausse bonne idée. D'accord, du coup, ce n'est pas forcément la bonne solution à adopter. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Il y a une solution, il y a des solutions qui sont extrêmement faciles à mon avis, et notamment au niveau des entreprises, parce que souvent, on va en parler après, on va parler des taxations avec les gilets jaunes à un moment donné quand il y a eu en France les manifestations. Et justement, c'est systématiquement, on demande l'effort aux citoyens. Là récemment en hiver en France, il y avait des difficultés d'approvisionnement en carburant à cause de la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé aux citoyens de faire des efforts. Par contre, les entreprises, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Les multinationales de l'industrie pétrolière, elles gagnent des milliards. Le PDG récupère des millions chaque année. Et ça, tout le monde ça trouve normal, notamment nos décideurs politiques. Quand je dis nos décideurs, les décideurs nationaux. Oui. Donc voilà, je pense que ce n'est pas la bonne solution.
D'accord, et du coup, pour continuer un peu sur la lancée, après la COP27 et la COP15 de l'an dernier, beaucoup ont soulevé l'inaction de nos gouvernements face à l'urgence que représente la situation environnementale. Mais si on y regarde de plus près, quand nos gouvernements essaient de mettre en place des restrictions ou des solutions, si on peut les appeler comme ça, les mécontentements se font aussitôt entendre. C'était le cas avec la taxe carburant à l'origine des Gilets jaunes, comme tu le disais. Donc au final, on se rend compte assez facilement que peu importe la situation, les gens y râlent en quelque sorte. Toi, quel est ton avis sur le sujet? Moi, je pense que, alors, il faut pas confondre la situation des Gilets jaunes avec une question de protection de l'environnement. En fait, la taxe carbone, la taxe sur les carburants qui est à l'origine des manifestations sur les Gilets jaunes, ça a été, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les gens ne sont pas contre la protection de l'environnement, à mon avis, mais, et notamment en France, les personnes sont tellement taxées qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On le voit en ce moment, enfin, on l'a vu récemment avec les manifestations contre la réforme de la retraite. Ouais. Là encore, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on demande aux citoyens lambda, les plus pauvres, de faire les plus gros efforts. Et la taxe carbone, la taxe sur les carburants qui a été mise en place et qui est à l'origine des manifestations des Gilets jaunes, en fait, les Gilets jaunes, les manifestations, c'était plutôt des manifestations, on va dire, économiques, de meilleure vie, en fait, des ouvriers, parce qu'il y a encore des ouvriers en France. Et alors que les responsables, les cadres et les présidents directeurs généraux des entreprises gagnent des millions et des millions en fermant des usines, en mettant la pression sur les salariés, en faisant un petit peu n'importe quoi là où la réglementation environnementale n'est pas très forte, et en faisant un petit peu du greenwashing et tous les washing que l'on peut trouver. Ils gagnent des millions. Par contre, le plus petit ouvrier de l'usine, lui, son avenir, il est un petit peu coincé. Et quand tu lui rajoutes une taxe sur son carburant et le seul véhicule qui est assez peu cher pour pouvoir l'emmener au travail pour essayer de survivre, et je dis bien survivre et non pas vivre, malheureusement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, pour moi, les Gilets jaunes, c'était plus le résultat d'un mal-être et d'un mal-être social et sociétal que l'on voit encore s'exprimer aujourd'hui avec la réforme sur la retraite. Les personnes qui auront les plus petites retraites, malheureusement, elles seront fortement impactées par rapport à, comme on appelle les 1%, ceux en fait ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas plus quoi en faire en fait. Et ça, ils s'en foutent un peu, quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, je pense pas que les gens râlent parce qu'on essaye de protéger l'environnement. Je pense que c'est à cause des taxes, ça devient difficile. Et moi, personnellement, je le vois ici aujourd'hui. On a l'impression alors notre pays est magnifique, il fait très beau, il fait chaud, il fait bon en ce moment. Mais par contre, il y a une crise économique qui perdure. Je le dis régulièrement, certains privilégiés, je fais partie des privilégiés, et arrivent encore à s'en sortir. Par contre, il y a beaucoup de familles qui justement n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté, parce que le salaire ne suffit plus, on n'arrive plus à se loger dans l'agglomération de Papeete, par exemple. Oui. Donc voilà, il y a des éléments comme ça sociétaux qui sont extrêmement forts, et dès lors que l'on va commencer à taxer justement les plus pauvres, ils vont commencer à se dire oui, mais moi j'ai rien demandé, en fait j'essaye de survivre. Et je pense vraiment pas que les gens sont contre la protection de l'environnement. On est pour, du fond du cœur on est tous pour. Par contre, parfois les décisions qui sont prises, elles sont maladroites, et surtout ça a un impact fort sur notre portefeuille, et c'est là où ça peut devenir difficile.
D'accord. Et du coup, je ne sais pas si c'est que moi, mais il est vrai qu'à force d'en entendre parler ou d'en parler, le sujet de l'environnement, comme n'importe quel autre sujet, peut vite être banalisé dans l'esprit des gens. Aurais-tu un conseil pour éviter ce genre de situation? Alors c'est vrai que quand tu me poses cette question, je pense l'environnement est devenu à la mode en fait. Ça fait bien en fait de parler d'environnement. Ouais. Et notamment au niveau des entreprises, on voit que j'entends les pubs à la radio sur les voitures. Quand j'écoute les pubs, j'ai l'impression en fait que les voitures elles font plus que nous en matière d'environnement parce qu'elles dégagent rien, elles ne font rien, etc. Et par contre, ils ne parlent pas de tout ce qu'il faut faire pour construire un véhicule électrique, par exemple. Tout ce qu'il faut faire pour ensuite recycler la batterie de la voiture électrique une fois qu'elle ne fonctionne plus. Donc voilà, on ne parle pas du coût environnemental de tous ces produits qu'on nous vend comme des produits miracles. Donc voilà, c'est la mode. Quel est le conseil que je peux donner? Je ne sais pas si c'est un conseil. Moi, je ne suis pas le meilleur écologiste, hein, je le dis souvent. Je ne trie pas mes déchets de la meilleure façon possible. Même, voilà, j'essaye de faire des efforts et de m'améliorer tous les jours, mais je me trompe souvent. J'essaye, quand je vais faire mes courses, d'acheter le moins de plastique possible, le moins d'emballage. Donc j'essaye de faire des efforts, mais voilà, après, on n'a pas forcément le temps. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Moi, si j'avais un conseil, enfin, si je pouvais me permettre de donner un conseil, c'est déjà d'être conscient de son impact. C'est déjà de se dire si j'achète ce produit-là, je l'achète parce que j'en ai besoin. C'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce que la copine a la même chose et moi je voudrais plus. Voilà, non, c'est pas ça, non, j'en ai besoin. J'achète ce t-shirt, c'est pas parce qu'il y a une marque de surf dessus, mais parce que j'en ai besoin et j'ai besoin de m'habiller. Voilà, c'est juste d'avoir conscience de l'impact que l'on a. Moi, je roule avec 3 chemises et 5 t-shirts. Alors ça fait pas beaucoup la semaine, donc à chaque fois je prie pour qu'il ne pleuve pas pendant 10 jours parce que après, quand je les lave, j'ai plus de t-shirt du tout. Mais voilà, j'essaye de faire cet effort-là de pas avoir trop de choses à la maison, de pas gaspiller, par exemple. Un geste tout simple. Quand on fait la cuisine, alors très souvent on fait en quantité industrielle, on ne se rend pas compte et on a 2 marmites de A à la maison. Donc moi j'aime pas le gaspillage, donc j'aime bien si on a des invités, je vais demander prenez un petit peu, comme ça on va pas gaspiller, et puis sinon après dans les 2-3 jours qui vont suivre on va manger que les restes et on ne fera plus de cuisine. Voilà, essayez de faire des petites choses comme ça. Bon, c'est pas grand chose, on va pas résoudre l'équation du siècle ou trouver une solution au cancer, mais on agit à notre échelle. Voilà, on agit à notre échelle, on fait un petit peu attention. Par exemple, mes papiers, moi je les composte, je les jette pas à la poubelle, je les mets sur un tas de feuilles, etc. Et puis au bout de 3 mois, elles ont disparu, donc il n'y a aucun papier qui part dans la poubelle. Voilà, des petits gestes comme ça qui font que la vie est intéressante. Super, et du coup, pour revenir un peu sur les questions de COP, le fait que la prochaine COP se tienne à Dubaï est-il, selon toi, une bonne chose, surtout après les nombreux scandales environnementaux qu'ont suscité les projets de cette ville? Je pense notamment à l'accueil des JO d'hiver de 2026 en plein désert qui vont nécessiter une importation importante de neige. Oh, oui et non, écoute, tu sais, les COP, elles sont organisées chaque année. Chaque année, ils viennent tous en jet ou en 747 pour le président des États-Unis, pour 3 jours de conférence et ensuite ils repartent. Donc voilà. Malgré Greta Thunberg qui vient à la COP en voilier, qui traverse l'Atlantique en voilier,
c'est bien la seule à faire. Sinon tout le reste, voilà, et nous y compris, hein, moi j'ai eu la chance de travailler en tant que conseiller, et quand on est parti dans des conférences internationales, on est obligé de prendre l'avion, et voilà, il faut en avoir conscience, c'est que pour sortir de Tahiti, il faut prendre l'avion, malheureusement. Alors, le fait que la COP soit organisée à Dubaï, oui, c'est un petit peu bizarre, parce que c'est vrai que cette ville n'est pas connue pour être la plus écolo du monde. En même temps, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une ville extrêmement moderne, ils sont en train de mettre en place ils essayent de trouver des solutions. Alors ils nous vendent des méga projets. Récemment, j'ai vu qu'ils sont en train d'essayer de construire ce qu'ils appellent de loop. C'est une voie de circulation autour de la ville de Dubaï, qui sera uniquement piétonne et cycliste, et qui sera carbone zéro. Alors voilà, ils proposent des projets. Donc ces grandes conférences, elles sont là pour montrer les projets, pour dire ce que l'on fait, pour expliquer tout ce qu'on est en train tout ce que chacun essaye de réaliser. Alors malheureusement, dans ces grandes conférences, les plus gros pollueurs conseillent fortement à ceux qui le sont moins de faire encore plus d'efforts. Donc voilà, les pays du Nord qui ont pollué depuis la révolution industrielle demandent souvent aux pays du Sud de faire des grandes aires marines protégées pour protéger la planète, etc. Et puis quand tu vas en Europe ou en Méditerranée, tu n'as pas une marine protégée qui existe en tant que telle. Donc voilà, c'est de la diplomatie. En fait, il faut le voir comme ça. C'est de la diplomatie, il faut aller démontrer ce qu'on est capable de faire. Il faut avoir le courage d'y aller, parce que ça coûte de l'argent, c'est très polluant, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire dans la diplomatie internationale. C'est nécessaire de faire entendre sa voix. Je vais prendre juste un exemple. Lorsqu'il y a eu la COP 15 à Paris, alors j'espère que c'est la COP 15, je ne me trompe pas, la COP 21, pardon, la COP 21 à Paris en 2015, l'océan, jusqu'à présent dans les différentes COP, en fait, on ne prenait pas en compte l'océan en tant que capteur de CO2 et de facteur de lutte contre le changement climatique. C'était les grandes forêts, c'était la forêt amazonienne, etc. Et en fait, juste avant la COP, les pays et territoires du Pacifique, et notamment les pays polynésiens, se sont réunis à Papeete, il faut le savoir. Ils ont signé un accord sur Tapu Tapu Atea, et en fait, ils sont partis unis pour défendre l'idée qu'il faut maintenir l'objectif à 1,5 degré Celsius dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et que l'océan fait partie des éléments qu'il faut absolument protéger pour lutter efficacement contre le changement climatique. On est entouré d'eau, clairement, c'est notre continent. Et le fait qu'ils soient partis tous ensemble, unis, etc., ils ont réussi à faire inscrire l'océan comme l'une des thématiques principales auprès de l'ONU. Depuis lors, l'ONU organise des conférences sur l'océan. Il y en a eu 2, la prochaine elle sera organisée à Paris. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est entre guillemets des petits pays de l'océan Pacifique, justement c'est pas ça du tout. Pour moi, on est un immense continent océanique, et on représente l'une des plus grandes surfaces au monde, et donc notre contribution elle peut être extrêmement forte. Donc moi je pense que voilà, la COP à Dubaï, il faut le prendre comme elle est, c'est-à-dire une conférence diplomatique
où il faut aller défendre ses idées, il faut aller expliquer que, eux ne font pas bien les choses et nous on est les meilleurs, donc c'est ce qu'il faut aller expliquer au plus haut niveau, à mon avis, et il ne faut pas se laisser faire, on va dire, c'est-à-dire se dire on est trop petit, donc notre point de vue n'intéressera personne, bien au contraire. À mon avis, tout ce qu'on fait ici, il y a des choses intéressantes à aller défendre au niveau international. Merci Géry. J'ai beaucoup parlé, je crois, non? Oh, ça va. Merci beaucoup. Tu l'auras donc compris, mais actuellement, agir à notre échelle est important. D'ailleurs, n'hésite pas à suivre les quelques conseils de notre invité de la semaine si tu ne sais pas par où commencer pour agir en faveur de l'environnement. Car en attendant que de meilleures solutions soient mises en place par nos représentants politiques, c'est au petit peuple d'agir et de mettre en place ses propres actions environnementales. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'environnement, n'hésite pas à aller voir la newsletter THOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la prochaine fois pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana.